Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo réponse aux questions. Les questions que vous m'avez posées après le match entre Bilbao. Donc c'est parti, on y va. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. On va faire ça tranquille aujourd'hui. Là, je suis en début de maladie, frère. Ouais, je commence à faire beau et tout ça. Tu te dis, on va sortir léger, tu vois. Sortir en t-shirt et finalement, tu chopes la crève. Génial. Vous avez été nombreux à me poser des questions, les amis. Pour ceux qui ont participé, voilà, je vous en remercie. Plus de 80 questions. Donc évidemment, vous connaissez l'histoire. On va pas prendre toutes les questions. Je vais sélectionner. Je vais essayer de prendre un match de questions. Je vais essayer de faire rapide. Comme d'hab. Donc première question de Thomas qui dit, pour une fois que l'arbitre prend une décision en notre faveur. Bah, j'ai envie de dire, voilà, ça parle beaucoup d'arbitrage, ouais, Gil Manzano, il a bien arbitré, pour une fois il était avec nous. Je trouve que c'est pas totalement vrai. En fait, Gil Manzano a été plutôt mauvais, j'ai trouvé, en début de match, tout ça, il a pris des décisions quand même assez mauvaises. Ils ont signalé, à un moment, l'arbitre a signalé un hors-jeu, ils ont sifflé beaucoup plus tôt, il y avait même pas hors-jeu de Lewandowski, l'action aurait pu se terminer, il y aurait pu avoir un petit truc, on saura jamais. Il y a énormément de fautes non sifflées sur Gavi. Il y a plein de trucs comme ça, plein de petits trucs, donc c'est pas très bien arbitré, j'ai trouvé, hein, comme d'habitude. Sauf que là, le truc, c'est qu'il y a la VAR, quoi. Et c'est ça qui change tout. Alors, je n'ai plus la stat en tête, mais si la VAR n'existait pas, comme il y a pas si longtemps que ça, hein, les années soi-disant où le Barça payer tout ça. Si actuellement il n'y avait pas la VAR, on serait deuxième. On serait deuxième. Le Real serait devant nous. Donc heureusement que la VAR existe et que en fait les arbitres, quand il y a la VAR qui intervient, bah fait normalement son travail tout simplement. Ensuite question de Riyad qui dit bonne première mi-temps mais quel manque de créativité en deuxième. On n'arrive pas à tuer nos matchs. Bah ouais, on n'arrive pas, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tuer les matchs. C'est assez triste. C'est assez triste. J'ai l'impression que c'est un peu ça. On va dire qu'on joue plus ou moins bien quand on n'a pas encore marqué de but. Et une fois qu'on met notre but, bah après ça je sais pas ce qui se passe. En fait, peut-être que une fois que l'équipe adverse essaie vraiment de pousser pour essayer d'aller marquer et essayer d'aller égaliser, bah nous on subit et on sait que subir parce qu'il y a personne. Je l'ai dit dans mon analyse hier, on n'a pas de joueurs au milieu de terrain qui sont capables de conserver ce ballon visiblement. Pourtant Busquets, pourtant Frenkie ont les capacités de faire ça, mais c'est quand même bizarre. J'ai l'impression que quand il n'y a pas Pedri, on perd totalement notre maîtrise au milieu. C'est une grande tristesse qu'un joueur de 20 ans soit absent et qu'à cause de ça, on n'arrive plus à jouer au football. C'est quand même triste pour un club aussi grand que le Barça. Mais que voulez-vous les amis, on a un banc digne d'une division 2, donc c'est compliqué. Ensuite, question de Andrea qui dit Kessié n'a pas du tout le niveau au Barça, aucune sérénité avec le ballon, manque de confiance. S'il a le niveau pour le Barça, c'est pas question de niveau, c'est question de, comme j'en ai déjà parlé, hein, c'est question de profil, question de qualité du footballeur, de ce qu'il nous faut au Barça, ce dont on a besoin au milieu. Et notre façon de jouer en fait n'est pas adaptée à tout le monde. En fait, et les joueurs ne sont pas adaptés tous à notre façon de jouer non plus. Après, Kessié c'est un joueur qui a un niveau, on va dire pour jouer dans une bonne équipe, il y a pas de problème. Est-ce qu'il en manque de confiance? Je suis pas sûr, franchement, parce que il avait joué les derniers matchs, il commençait à enchaîner et à faire des bons matchs en l'absence de Pedri là. Franchement, le niveau de Kessié il était plutôt bon. Ça peut arriver de rentrer, de faire des mauvaises rentrées, enfin de rentrer en cours de match et d'être mauvais tout simplement. Ça peut arriver à tout le monde, j'imagine, mais après en termes de profil, moi c'est ce que je dis. Je veux dire, après il y en a qui sont pas d'accord, il y a des grands fans de Kessié qui sont là, mais c'est comme ça, ce n'est pas une insulte de dire que Kessié n'a pas spécialement le profil Barça. C'est peut-être triste pour les fans de Kessié et fans du Barça, mais c'est peut-être la vérité au final. Ensuite, question de Tristan qui dit Rafinha qui apporte encore des points et qui monte en puissance. C'est bien, franchement c'est bien pour lui. Ça a été dur un peu pour lui en début de saison. Il est arrivé pour être titulaire. Moi je me rappelle, j'ai regardé récemment mon équipe type que j'avais faite en début de saison, que je voyais jouer le plus souvent en tout cas dans les matchs de Liga. Je parlais pas des gros matchs tout ça, mais c'est celle qui pouvait jouer le plus souvent. Et Rafinha était titulaire. Moi j'avais dit attaque de feu. Ça me fait rire maintenant, mais bon. Rafinha, Lewandowski, Dembélé. Et puis quand ça a démarré, on a très bien vu le niveau. C'était assez compliqué. Rafinha, il a bien démarré les matchs de pré-saison, tout ça. Il a montré des belles choses quoi. Mais après, dans l'enchaînement des matchs, c'était très compliqué. Il a jamais réussi vraiment à performer, on va dire comme il aurait dû le faire. Après, j'en ai déjà parlé
parlé, Rafinha, le profil du joueur, c'est un profil qui rentre dans l'axe. C'est toujours pareil. S'il doit jouer à droite, il faut que s'il rentre dans l'axe, sa façon de jouer un peu plus naturelle, tu vois, c'est sa façon de jouer, il rentre dans l'axe. Il nous faut un latéral offensif à ce moment-là. Mais si t'as Koundé à droite, c'est pas un latéral offensif, donc du coup, c'est compliqué pour Rafinha. C'est une explication, c'est pas forcément une excuse pour le joueur. Moi, je m'en fous, je suis pas fan du joueur, je suis pas fan du joueur. C'est pas que je l'aime pas, mais j'ai pas de. Il y y a beaucoup de fanatisme. Il y en a plein qui sont fans de joueurs, alors du coup, ils sont totalement aveugles et ils vont dire ah non, tout est parfait. Non, tout n'est pas parfait, les amis. Rafinha, il a fait un début de saison plutôt très très moyen, je dirais. Et puis après, il est monté en puissance petit à petit. Là maintenant, il commence à être vraiment efficace, très souvent même. Maintenant, depuis même avant peut-être la Coupe du Monde, il commençait à rapporter des points quand même, mine de rien. Même si dans le jeu, c'est toujours pareil. C'est pas voilà, il y en a plein qui disent Rafinha n'est pas un Brésilien, tout ça, parce qu'il sait pas dribbler, parce que machin. C'est sûr qu'on attend plus de Rafinha dans le contenu, mais déjà s'il est efficace et qu'il rapporte des points à l'équipe, dans un premier temps, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que Rafinha, c'est sa première saison. Et il y en a, leur première saison, elles sont, tu vois, tout le monde ne peut pas performer, tout le monde ne peut pas arriver. Première saison, il va claquer 20 buts, il va être monstrueux, tout ça. C'est un petit coup de chance, on va dire. Tu vois, il y a des mecs qui sont totalement adaptés, qui s'adaptent totalement à l'équipe et à l'animation, tout ça qu'on a mis en place, quoi. Et il y en a, c'est un peu moins le cas. Il y en a qui ont un peu plus de difficultés. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile d'être comparé à Dembélé non plus, qui, même si on a déjà vu, hein, en termes de stats, tout ça, Dembélé réussit moins de dribbles que Rafinha, largement moins même en plus, c'est assez marrant, mais Dembélé dans le jeu, c'est pas du tout le même profil. Donc, être comparé à un Dembélé, c'est comme pour les Ferran Torres, les Ansu Fati, ils peuvent pas être comparés à Dembélé, c'est pas du tout le même profil de joueur. Dembélé, il prend le ballon, il percute, il accélère, il se pose pas de questions, il dribble, il est très bon dribbleur, Dembélé. Et voilà, c'est une fusée, quoi. Et tu vas comparer Rafinha à Dembélé, ça va être négatif pour Rafinha, tu vois. Rafinha, c'est un profil différent de Dembélé, il peut apporter autre chose, et c'est ça qu'il faut voir aussi. Alors, est-ce que ça doit être Rafinha, est-ce que ça doit être un joueur de rotation ou un joueur titulaire? Normalement, quand tu achètes Rafinha, moi je dis Rafinha comme si c'était un grand joueur, mais pour moi, Rafinha, c'est un bon joueur, mais sans plus, quoi. C'est pas le joueur que tu fais venir dans ton équipe et tu es titulaire indiscutable, tu vois. Il a pas non plus gagné, enfin, tu vois, en termes de trophées, en termes de style à apporter, sa carrière, c'est pas un mec, tu vois. Voilà, là il est au plus haut de sa carrière pour le moment et on verra si ça enchaîne, mais ça fait un peu cher. C'est comme pour Ferran Torres, ça fait un peu cher pour des joueurs de rotation. Évidemment, t'achètes des joueurs 55-60 millions, si c'est pour les mettre en rotation, c'est compliqué au bout d'un moment. Autant acheter un joueur, du coup t'économises les deux, t'achètes un joueur un peu plus performant, un mec, un vrai titulaire, on va dire. Mais bon, là n'est pas la question. Rafinha, oui, monte en puissance et puis voilà, c'est bien pour lui. J'espère que le retour de Dembélé ne va pas empêcher tout ça aussi, va pas bloquer un peu sa progression. Ça, il faudra faire attention de la part de Xavi. Ensuite, question de Nambus Boris qui dit tu penses que l'équipe va réussir à garder le rythme et gagner la Liga? C'est possible. On voit quand même qu'on est... Franchement, il y a certains joueurs qui sont... C'est un peu tendu physiquement, mais là, ça va un peu se calmer. Déjà, il y avait la Ligue Europa, il y avait les matchs qui s'enchaînaient, il y a eu la Coupe du Monde en plein milieu d'une saison. Ça aussi, je pense qu'il faut le prendre en compte. C'est pareil pour le Barça, mais c'est pareil pour toutes les équipes. S'il y a une baisse de forme, s'il y a des blessés, s'il y a un truc bizarre dans cette saison-là, c'est que c'est assez inédit ce qu'on a vu cette saison. On a fait une préparation physique, il y en a plein qui disent la préparation physique de Xavi, est-ce qu'on doit en parler? La préparation physique avait l'air plutôt bonne, elle avait l'air assez costaud, plus que ce qu'on a jamais vu au Barça limite, mais en plein milieu de la saison comme ça, t'as une coupure de 1 mois avec la Coupe du Monde, tout ce qui s'ensuit, il y a eu des trêves où les joueurs se sont blessés, tout ça. La Coupe du Monde où vraiment tu te donnes à fond pendant la compétition, pendant que tu joues, quoi, on va dire, mais même si tu joues plus, après tu perds un peu le rythme, t'as cette coupure comme ça en plein milieu, même psychologiquement, t'as une coupure comme ça assez longue, d'1 mois comme ça, en plein milieu d'une saison, et puis après tu dois recommencer, tu dois refaire une mini préparation avant de reprendre tout ça. C'est pas évident, physiquement c'est pas évident, donc t'as des joueurs qui sont peut-être un peu en dessous là, en ce moment, t'as des mecs comme Christensen, même Frenkie, Busquets, regardez qui s'est blessé, il y a plein de joueurs comme ça qui paraissent, regardez Pedri, regardez Dembélé au final. Je pense que la Coupe du Monde n'a pas aidé. Dembélé il s'était pas blessé pendant je sais pas combien de temps, pendant 1 an, c'est jamais arrivé limite depuis qu'il était au Barça je crois. Année de Coupe du Monde comme par hasard, et il arrive, il se blesse. Je pense pas que ça soit un hasard non plus. Donc physiquement, là, le fait de plus enchaîner les matchs tous les 3 jours là pendant un certain temps, ça va faire du bien à l'équipe, je pense. Voilà, d'avoir une semaine entre chaque match. Là, il va y avoir la trêve. J'espère que les sélectionneurs vont pas abuser. J'espère que Pedri, par exemple, va pas être appelé, va pas être titulaire à tous les matchs. Il va revenir à peine là de blessure. Faut pas qu'il enchaîne les matchs avec l'Espagne comme c'est bon, on a compris avec Pedri ce qui se passe. Mec, c'est trop, faut arrêter.
faut arrêter. Ensuite, question de Yacine qui dit: penses-tu qu'un autre ailier plus performant à la place de Ferran fera basculer ce match? C'est possible, hein, forcément. Je pense même que si on avait une toute autre équipe, oui, on aurait gagné peut-être 5-0. Mais les problèmes sont pas uniquement dus à un joueur. Je sais que c'est facile de... Je parle pas pour toi spécialement, hein. Souvent, il y en a qui veulent trouver des coupables. C'est à cause de Ferran si... voilà, bon... Que voulez-vous? Il y en a qui vont te dire ouais, mais si ça avait été en dessous à sa place, ça aurait été mieux. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Regardez le niveau d'en dessous actuel, c'est pas non plus la folie. Ferran Torres, il est baladé de poste en poste. C'est peut-être compliqué pour lui de gérer. On sait qu'en faux neuf, quand il doit se mêler aux défenseurs, là c'est compliqué. On l'a vu, Lewandowski qui revient et qui se fait dégommer par les défenseurs centraux. On sait que c'est compliqué de pouvoir tenir comme ça dos au but, dos à la défense et de te faire entrer dedans et essayer d'orienter le jeu comme ça. Voilà, c'est ce qu'il a essayé de faire pendant l'absence de Lewandowski, donc il y en a plein qui lui ont craché dessus, il était mauvais, tout ça, mais forcément c'est pas Lewandowski, c'est pas un profil qui peut faire ce genre de truc. Ferran, on a vu qu'il enchaînait bien, qu'il avait fait quelques bons petits trucs à droite, je dis pas que c'est la folie, mais bon, en tout cas c'est déjà assez encourageant, tu sais, on va se dire bon, c'est cool, tu vois, il a fait un bon match à droite, c'est le meilleur match qu'il a fait depuis qu'il est au Barça, c'est cool, on va dire, il est bon à droite, et au final tu le mets pas à droite, il y a pas Lewandowski, tu le mets dans l'axe, puis après Lewandowski revient, mais Rafinha, donc tu le mets à gauche. Moi j'aimerais bien le voir plus souvent à droite, pour vraiment me faire mon avis au final, et s'il est aussi mauvais encore à droite qu'à gauche que dans l'axe, bah au bout d'un moment ouais, forcément là il y a plus d'excuses, mais c'est comme si Rafinha tu le mettais, regardez Rafinha qui a joué à gauche contre le Bayern, je me rappelle très bien, il avait été catastrophique, tout le monde avait dit c'est de la faute de Xavi parce qu'il l'a mis à gauche. Donc voilà, le message, tout ça c'est pour faire remarquer un peu que le message selon les joueurs il change un petit peu. Moi ça me fait doucement rire, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de préférence, je n'ai pas de joueur particulier, je ne suis pas fan. Quand j'étais petit, j'ai été fan du Barça grâce à Ronaldinho, donc c'était mon joueur, fallait pas y toucher, c'était voilà, j'étais fan de ce joueur-là. Après il y a eu Messi. Messi, j'étais grand fan de Messi forcément, grand fan de Iniesta aussi énormément. Et puis après au final plus j'ai vieilli, plus j'ai pris de la bouteille, plus j'ai aimé ce club plus que les joueurs en fait. C'est tout. Et même il y a encore pas si longtemps que ça, voilà. Après il y a des joueurs que j'aime beaucoup comme Pedri par exemple, que j'adore au milieu, il y a pas de problème, mais dans le sens où j'ai pas de préférence tout ça. Et je pense que le fait d'être grand fan de joueurs aussi, ça peut être un problème des fois. Je pense, dans l'avis ou dans le point de vue qu'on peut avoir sur l'équipe, je pense. Après oui, si on avait eu un ailier gauche, un Neymar Prime, je pense qu'il aurait fait plus de bien, il aurait fait basculer ce match à la place de Ferran Torres. Ensuite, question de Samet, qui dit: faut-il s'inquiéter pour Robert au vu de sa forme depuis le retour de la Coupe du Monde? Bah c'est sûr que c'est un peu inquiétant, c'est compliqué, depuis son retour, le mec on dirait qu'il bégaye, on dirait que tu vas lui faire une passe, il va faire un contrôle catastrophique. Regardez dans la vidéo d'hier, je l'ai analysé sur une action où voilà, Frenkie lui donne un caviar et il est pas foutu de contrôler à la balle normalement, il la pousse trop loin alors. C'est très bizarre, un déchet technique assez violent de la part de Lewandowski. Je ne sais pas à quoi c'est dû parce qu'en début de saison il était assez létal, on va dire, il s'approchait de la surface, il tentait une frappe, il y avait un but quoi, c'était un but par match limite à certains moments, c'était vraiment, enfin il était très chaud quoi, et là maintenant on dirait qu'il a perdu tout son football. Alors le problème c'est que j'ai l'impression que là de plus en plus on compte uniquement sur Lewandowski. Avant il y avait Dembélé où on avait l'impression qu'on comptait uniquement sur Dembélé, c'était lui le joueur le plus dangereux, fallait lui donner la balle et il faisait tout le travail. Là maintenant, bon vous allez me dire il y a Rafinha, mais pas forcément. Le mec à qui tu vas donner le ballon, tout ça c'est Lewandowski, le point d'appui, quand tu veux jouer long, tout ça, il y a aussi des équipes qui nous pressent de plus en plus haut, donc en fait on est obligé déjà de jouer long, donc on joue long sur Lewandowski. Lewandowski il est en train de se batailler avec les défenseurs pendant tout le match, il se fait rentrer dedans, c'est compliqué, c'est pas évident forcément, faudrait comparer ça, faudrait regarder en début de saison si c'était le cas, et là depuis un certain temps savoir si c'est un peu plus le cas, est-ce qu'il est encore plus au combat physique tu vois avec les défenseurs. On l'a vu sur certains matchs, il dézone beaucoup pour pas être au contact des défenseurs, pour pas se faire rentrer dedans, tout ça c'est voilà, c'est pas évident. Je pense qu'en l'absence de Dembélé qui le principal danger pour les adversaires, je pense que peut-être que les défenses adverses se focalisent un peu plus sur Lewandowski et donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Après ça n'explique pas son déchet technique hein, ça encore une fois, mais je sais pas, franchement c'est difficile à dire pourquoi, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter? J'imagine que ça va revenir quand même, c'est Lewandowski, c'est un très grand attaquant, voilà, un des meilleurs attaquants de ces 10 dernières années, donc ça voilà, je me fais pas trop de soucis pour lui, mais c'est sûr que ça serait bien qu'il revienne et qu'il recommence à marquer des petits buts pour qu'il se remette un peu en confiance et qu'on fasse une fin de saison digne de ce nom, j'ai envie de dire, voilà, qu'on s'assure de rester premier quoi, et de gagner cette ligue. Ensuite question
de Sinoods qui dit: tu prendrais qui en ailier gauche cet été si c'était possible? Si j'avais le choix de tout joueur possible et qu'on occultait le choix du joueur, on va dire, de son équipe préférée en gros, ça serait Guevara, là, le mec de Naples. Je pense, lui est le grand fan du Real Madrid, qui ne viendra sûrement jamais au Barça. Mais ça serait lui, ouais, je pense, en ailier gauche. Là, tu peux être sûr que ça débotte, j'ai envie de dire. Et ça me paraîtrait quand même très compliqué. Niveau prix, niveau voilà, envie du joueur, tout ça, pour moi, c'est impossible. Ensuite, question de B. Safi, qui dit: Café, wesh, je veux comprendre les changements de Xavi, s'il te plaît. Alors, on va reprendre un peu les changements, parce que là, comme ça, je me souviens plus très bien. Les changements... Alors, la sortie de Ferran Torres pour Franck Kessié à la 68e. Alors, explication plutôt logique, je dirais que Xavi a voulu repasser avec 4 milieux pour avoir un peu plus de contrôle dans ce match-là, ce qui n'était pas le cas autour de la 68e, j'imagine, même vers la deuxième mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'était... on avait une certaine domination, on va dire la moitié de la deuxième mi-temps, puis après on a subi toute la fin de match, on a subi très fortement, donc je pense que Xavi, il a voulu essayer de mettre un gars qui mettait... un gars qui a du muscle aussi, pour muscler un peu l'entrejeu aussi, parce que les mecs de Bilbao sont très agressifs. Donc un mec comme Kessié qui fait parler aussi son physique, et voilà, le fait de repasser à 4 milieux pour avoir un peu plus essayé d'avoir cette maîtrise au milieu. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, j'en ai déjà parlé, ça les amis, il y a l'intention du changement et le changement lui-même, ce que ça provoque dans le jeu. L'intention du coach. Le coach va faire rentrer un joueur pour apporter une certaine chose dans le match. C'est-à-dire que là, il va faire rentrer Kessié peut-être pour avoir plus de maîtrise dans le match, parce que Ferran, de toute façon, était assez catastrophique dans ce match, donc voilà. Et il voulait mettre Kessié, qui est plutôt bon en ce moment, repasser Gavi sur l'aile et avoir plus de maîtrise. Ça, c'était le but, l'objectif. Après, est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est une autre histoire. Kessié est rentré, il a fait plutôt une mauvaise rentrée, il a pas réussi du tout, il a fait des pertes de balles, on a failli se prendre des buts. Compliqué. L'entrée de Kessié, elle est assez compliquée. Et voilà, ça n'a pas marché. Donc voilà, ça c'est ma première explication. Ensuite, la sortie Rafinha et Sergio Roberto à la place de donc Marcos Alonso qui est rentré et Ansu Fati. Donc après, vu que ça fonctionnait pas, peut-être fin de match, il s'est dit, vu que Bilbao il pousse, tu vois, par rapport à la rentrée d'Ansu Fati. Vu que Bilbao il pousse, tu vois, qu'il joue de plus en plus haut du coup. Bah il s'est dit, je vais faire entrer en dessous, peut-être pour les avoir en contre-attaque aussi, parce que Ansu Fati c'est censé être un joueur un peu rapide, tout ça, un peu vif. Donc pourquoi pas jouer la contre-attaque, si jamais il y a des espaces, faire jouer Ansu Fati et Lewandowski, qui ont quand même normalement une bonne entente les deux. Puis Lewandowski tu peux pas le faire sortir aussi, parce que c'est le point d'appui, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le gars qui, si tu dégages les ballons, il peut arriver à garder le ballon, essayer de contrôler, poser le jeu, avoir une certaine qualité technique au final pour orienter le jeu et garder ce contrôle de balle sur du jeu long, ce que n'est pas capable de faire peut-être Rafinha ou même Ferran Torres. Lewandowski est le plus capable dans ce domaine-là. Ensuite, Sergio Roberto était cramé. Sergio Roberto était complètement cramé. Même Christensen, au début je croyais que c'était Christensen qui allait sortir parce que Christensen était au bout de sa vie, il était par terre, il en pouvait plus. Donc, je me suis dit super, Christensen il a dû se blesser, tout ça. Finalement c'est Roberto qui est sorti parce que Roberto était cramé au bout d'un moment. Donc t'es obligé de faire rentrer Marcos Alonso. Marcos Alonso qui avait fait des bons matchs et des bonnes rentrées là, récemment. Tout le monde l'avait dit, Marcos Alonso, match de patron, et là il rentre et on a failli se prendre un but parce qu'il court pas vite, mais ça les gars on le sait, enfin je veux dire c'est pas une nouvelle non plus, c'est pas totalement de sa faute. Si le mec il court pas vite, hein, tu sais tu peux pas inventer des qualités à des joueurs. C'est sûr que si ça avait été Araujo à la place de Marcos Alonso, Iñaki Williams il aurait pas existé, et il aurait pas fait de tweet après pour rigoler, pour des trucs du sarcasme là. Il aurait juste fermé sa bouche de pleureuse là. Bon, ça c'est gratuit. Donc Marcos Alonso qui est rentré parce que Roberto était complètement cramé, donc c'est un choix plutôt logique. Faire rentrer un mec parce que dernièrement il était plutôt bon, hein. C'était soit Eric Garcia, soit Marcos Alonso. Il a refait passer Koundé à droite pour garder cette solidité défensive, on va dire. Et donc moi je trouve que c'est un choix assez logique. Puis en fin de match, à la 94e, donc ça je sais pas s'il y a besoin d'expliquer ce changement, mais il a fait sortir Gavi qui avait donné sa vie sur le terrain pour faire entrer Alarcón aussi, comme je le dis, peut-être pour Alarcón. Je pense que c'est plus, vu que c'est un jeune, il va pas se poser de questions, il va cavaler dans tous les sens et mettre un gros pressing, tu vois, et puis dans le pire des cas il peut aussi jouer une contre-attaque. Voilà pour mes explications. Donc pour moi les changements de Xavi, au final j'ai pas trop compris les critiques, ils sont assez logiques. Tu veux faire entrer qui? Je sais pas. Tu fais entrer Marcos Alonso, c'est notre meilleur défenseur central remplaçant actuellement. Y a pas Araujo.
de base. T'as le choix, tu veux faire entrer un défenseur central, t'as le choix entre Eric Garcia et Marcos Alonso. Sur les derniers matchs, on peut dire que c'est avantage Marcos Alonso. C'est un mec en plus assez grand, assez costaud, donc s'il y a des corners sur des trucs et tout ça, il va être meilleur que Eric Garcia. Donc c'est un choix assez logique. Faire sortir Rafinha, peut-être il y en a qui n'ont pas compris la sortie de Rafinha, mais les gars, faut aussi préserver le joueur. Rafinha, c'est un joueur qui se dépense beaucoup dans les matchs, qui met beaucoup d'intensité, qui fait beaucoup de courses et tout ça, un gros pressing. Il peut pas rester peut-être tout le match sur le terrain. Et comme je l'ai dit, si Lewandowski sort pas, c'est qu'on a besoin d'un point d'appui devant pour garder les ballons. Donc moi, je comprends pas trop l'incompréhension, je vous avoue. Je trouve que ces choix de changement sont très très logiques. Ensuite, on a Greg qui dit faut dire à Gavi d'arrêter de tacler avec la tête, il va perdre ses dents. Genre. Ce gamin est complètement taré, les amis, c'est fou. D'un côté, il te fait marrer, mais d'un côté, c'est vrai que c'est vraiment dangereux, frère. Fais attention à toi quand même. Parce qu'on est tous là. Vous avez vu l'image de Gavi aussi, ça, c'est vraiment une image forte. C'est pour ça aussi que je kiffe Gavi, quoi. C'est un gars, c'est pour ça que ça me fait rire aussi quand on revoit quand même. Je m'en rappelle, je m'en rappelle très bien. Très bonne mémoire quand il s'agit de trucs comme ça. Je me rappelle très bien qu'il y en avait qui voulaient pas voir Gavi titulaire, quoi. Qui disaient Gavi doit pas jouer n'importe quoi. Pourquoi Gavi est encore titulaire? Il y en avait qui voulaient même dégager Gavi du club et tout ça. C'est un truc de fou, moi je trouve. C'est un truc de fou. Gavi, frère, c'est le Barça. Il y a pas plus coulé que lui, quoi. Il y en a qui se disent supporters du Barça, mais Gavi, il respire le Barça. Frère. Il respire totalement le Barça. C'est un fou, ce gamin. Regardez la réaction qu'il avait, qu'il a eu quand on prend le but là, qui est finalement annulé parce que l'autre il met sa main. Gavi, il était comme un fou. Il était en train de bouillir intérieurement. Il était complètement timbré, quoi. Il était en train de péter un câble. On aurait dit qu'il allait exploser, qu'il allait imploser, quoi. C'était fou, quoi. Et qui réagit comme ça? T'as les mecs comme ça qui baissent la tête, qui sont là, oh non, on a pris un but, qui sont là, qui sont dégoûtés, sûrement, forcément. On va pas dire que les mecs n'aiment pas le Barça. Mais regardez la réaction de Gavi. Bon, après, c'est parce qu'il réagit comme ça, parce qu'il est jeune aussi. Mais le mec est complètement taré, quoi. Il est à 2 doigts de s'arracher les cheveux sur le terrain, quoi, tellement. Le mec, il donnerait sa vie. Là, c'est la preuve, de toute façon, avec ses tacles de la tête. Mais il donne sa vie pour le maillot, quoi, pour le club. C'est fou. Et t'en as qui voulaient le voir partir parce qu'il était titulaire à la place de leur joueur préféré. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur le truc des supporters, ça peut être un peu un poison pour les supporters, des fois. Ensuite, on enchaîne sur la question de Gavi aussi, assez intéressante, de Arsène Gritz qui dit « Que penses-tu de l'apport de Gavi dans le jeu, outre les efforts fournis indéniables ?» C'est ça, c'est un peu le truc qui doit fortement améliorer Gavi, c'est son apport balle au pied. Parce que je dirais que l'apport sans ballon aussi, il est assez bon, comme souvent, on l'a déjà vu cette saison, son apport sans ballon, ses appels incessants, tout ça, ça te libère des espaces pour les autres. Encore une fois, on l'a analysé hier dans la vidéo, son appel plein axe pour libérer Rafinha, qui est totalement fait exprès, hein. Parce qu'on le voit, Gavi, il regarde Rafinha, il voit qu'il y a la place pour Rafinha, il voit qu'il fait l'appel, il déclenche son appel vers l'axe pour attirer le latéral sur lui et libérer de la place pour Rafinha. Et Busquets lui fait la passe et Rafinha il a le temps parce que Rafinha son contrôle est pas excellent. Il fait un petit contrôle du gauche il me semble, et la balle elle se lève un peu, contrôle la moitié la balle elle va sur son genou et il est obligé de frapper du droit parce qu'il a pas réussi à se mettre sur son bon pied, on va dire, je pense. Donc voilà, et cet appel là de Gavi, il est intéressant parce que t'as une mini marge d'erreur en plus, tu vois, si tu fais un mauvais contrôle, t'as la marge quand même pour aller marquer ce but. Et ça, c'est important. Après, balle au pied, Gavi, c'est sûr qu'il a des lacunes, quand même énormément. Il a pas ce calme, cette maturité dans le jeu. Mais après, est-ce qu'on peut attendre une maturité dans le jeu d'un joueur de 18 ans? Bon, après, vous allez me dire, c'est l'excuse, tout ça. Mais je pense pas qu'il faut comparer Gavi avec Pedri, par exemple, au niveau de la maturité. Pedri, il a 2 ans de plus, mais Pedri, il a une maturité d'un mec de 40 balais, quoi. Pedri n'est pas normal dans son jeu, tout ça. Donc Gavi, il a son âge, quoi, en fait. Il a le jeu de son âge, quoi. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais il a 18 ans, donc il est encore jeune, il a pas ce calme, il va pas calmer le jeu quand il faut calmer le jeu. Des fois, il va juste essayer de cavaler. Il est tellement dans l'effort que des fois, il va trop faire d'efforts, même avec balle au pied, il va faire des courses, cavaler, partir et tout, alors qu'il faut justement poser le jeu, tu vois. Son apport balle au pied, il est pas fou encore. Évidemment qu'il doit beaucoup travailler là-dessus, mais ça viendra avec le temps. Après, si on était dans une configuration normale, dans cette équipe là du Barça, quand je dis configuration normale, si on avait les finances, si on avait une équipe, qu'on pouvait construire une équipe qu'on veut, je pense que Gavi serait pas forcément titulaire, tu vois. Si on avait des grands joueurs, si on avait, prenez à l'époque, regardez quand il y avait Xavi, Iniesta au milieu, on avait un mec comme Thiago sur le banc, quoi, qui était excellent même en étant jeune. Mais t'es obligé, t'as des mecs tellement bons sur le terrain que voilà, si là on avait Bernardo Silva par exemple au poste de Gavi, je pense que Bernardo Silva serait titulaire, les gars. Même si Gavi est très important par son pressing, hein, je suis d'accord avec tout ça. Voilà,
c'est pas normal non plus d'être titulaire indiscutable à 18 ans au Barça, quoi, je pense. Ensuite, question de Shex qui dit: ceux qui râlent parce qu'on gagne sans briller ont totalement oublié là d'où nous venons. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Il y en a plein qui oublient, forcément, on revient de loin. On revient de la 9ème place. Là, quand Xavi est arrivé, on était 9ème. C'était pas évident. Forcément, on a remis le club petit à petit. Les mecs qui y bossent, parce que nous, on est juste là à parler. Mais les mecs qui bossent là-bas, le staff, tout ça, a remis le club à la première place. On est premier avec 9 points d'avance. Alors évidemment qu'on attend beaucoup plus parce que c'est le Barça, parce que voilà. Mais on se base beaucoup par rapport à l'histoire de ce club-là, l'histoire récente, toutes les années qu'on a vécues, Guardiola, tout ça. Je pense pas qu'il faut comparer forcément cette équipe à celle de Guardiola, à celle de Luis Enrique, tout ça. Évidemment. Parce que ces coachs-là, déjà, ils avaient pas la même équipe. Et ces joueurs-là, qui avaient énormément de talent, n'avaient pas le même coach. Voilà, quand je dis ça, c'est pas spécialement pour critiquer Xavi. Moi, j'aime beaucoup Xavi. Mais Xavi n'a pas l'expérience, n'a pas encore l'assurance d'un Luis Enrique. Par exemple, quand il est arrivé au club, Luis Enrique, il avait beaucoup plus d'expérience, tout ça. Et Guardiola est un génie. Donc pour moi, Xavi, pour moi, ça ne sera pas un entraîneur comme Guardiola. Je pense que j'en ferai une vidéo de ça. C'est un sujet qui me paraît assez intéressant. Mais quand on compare les mecs comme Guardiola, comme Cruyff, qui ont pour moi révolutionné le football, pas que, mais bon, on va dire au Barça, ils ont révolutionné le football, ils ont changé totalement le foot, en fait, à eux seuls, avec leurs choix, avec leurs idées, tout ça. Xavi, pour moi, ne sera pas un coach qui va révolutionner le football, tu vois. Xavi, pour moi, ça sera un coach un peu comme Luis Enrique, peut-être, pas forcément dans ses idées, mais c'est un joueur qui va apporter quelque chose à cette philosophie-là, mais il va pas tout révolutionner. Même si Guardiola, on peut considérer quand même qu'il a apporté juste des modifications à ce que faisait Cruyff et Rinus Michels avant, mais quand même, Guardiola, c'est un sacré révolutionnaire, je pense quand même. Donc oui, on vient de loin, mais c'est vrai que le Barça, normalement, on s'habitue à un jeu un peu plus intéressant. Moi, ce qui me dérange, c'est que même si c'est des joueurs de banc, même si t'as des joueurs qui sont pas forcément titulaires habituellement, je pense qu'ils sont capables de faire mieux, en fait. C'est pas le problème, moi, c'est pas que cette équipe, elle arrive pas à jouer comme l'équipe de Guardiola, tu vois. Ça, je sais très bien que c'est impossible. Moi, ce qui me dérange, c'est que ces joueurs-là sont capables de faire mieux que ça, en fait. C'est ça qui me dérange. Dernière question de Anas qui dit: Rafinha ou Dembélé lorsque Dembélé reviendra? Ça, c'est un peu la question qui se pose aussi en ce moment. J'ai eu pas mal de questions comme ça, je crois. Donc j'ai choisi juste une question, désolé pour les autres. Donc est-ce que Rafinha sera titulaire si Dembélé reviendra? Difficile à dire, ça dépend du système, comme d'habitude. On a vu qu'avec un milieu à 4, on s'en sortait plutôt bien. C'est une question d'animation, c'est une question de profil de joueur aussi. Si on joue avec Koundé à droite, Araujo, Christensen dans l'axe et avec Baldé à gauche, ce qui est la défense déjà titulaire. Déjà par rapport à cette défense-là, tu te bases par rapport au profil, tu te dis on va rester avec une défense à 3, qui coulisse une défense asymétrique avec Baldé qui prend le couloir et la défense qui se place à 3 comme ça dans l'axe, Koundé, Araujo, Christensen, avec des mecs comme Koundé et Christensen qui ont un jeu de passe intéressant et qui peuvent casser des lignes en diagonale, tu vois, avec un Araujo qui est au centre et qui est la tour de contrôle et qui, voilà. Donc ça déjà c'est par rapport aux défenseurs, tu vois, on peut jouer à 3 en défense déjà, ça c'est ce qu'on peut noter. Baldé il monte sur l'aile, donc si Baldé monte sur l'aile et prend le couloir, il faut qu'il y ait un mec à gauche qui ait le profil pour rentrer dans l'axe. Donc on sait que Ansu Fati ou Ferran Torres ont ces profils-là de joueurs qui sont à gauche et qui rentrent dans l'axe. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, je ne sais pas, évidemment. Si Dembélé joue à gauche et que Baldé monte, on sait que ça colle pas vraiment. Parce que les deux se marchent dessus, ils n'arrivent pas vraiment à combiner. Dembélé, c'est un joueur qui garde sa ligne en fait, qui reste collé à la ligne et qui rentre pas spécialement dans l'axe, même s'il peut le faire, même s'il l'a déjà fait, tout ça. C'est un joueur quand même qui colle la ligne, principalement. Donc si Baldé monte, Baldé va devoir partir à l'intérieur, ce qu'il a déjà fait aussi. Des fois, il fait des courses en diagonale vers l'intérieur. C'est bien, mais le Baldé et Dembélé sur le même côté, ça marche pas de fou, je trouve. Donc qui on met? Est-ce qu'on met Ansu Fati? Est-ce qu'on met Ferran Torres? Difficile. Est-ce qu'on garde Gavi en tant qu'ailier? Je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Donc il faudrait garder Gavi à gauche, avoir un milieu à 4, Gavi, Pedri, Busquets, Frenkie en double pivot, Lewandowski en attaque, et maintenant la grande question c'est évidemment Rafinha, Dembélé. Et le problème là-dedans c'est que vu que Koundé il ne monte pas spécialement comme latéral, ne prend pas le couloir, le joueur le plus dangereux de notre côté c'est évidemment Dembélé. Même si Rafinha monte en puissance, tout ça, pour moi Dembélé doit être titulaire. Évidemment, par rapport à l'animation, par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, pour moi logiquement Dembélé doit être titulaire devant Rafinha. Maintenant, le problème qu'on va avoir là, le problème que va avoir le casse-tête que va avoir Xavi, c'est comment bien gérer le retour
de Dembélé sans abîmer, on va dire, la confiance, détériorer la confiance de Rafinha. Ça va être ça le plus gros problème. Va falloir faire revenir petit à petit. Pourquoi pas faire jouer Dembélé des fois à gauche avec, par exemple, dans certains matchs, Jordi Alba, tu vois. Jordi Alba qui joue à gauche, il peut jouer lui un peu plus milieu, tu vois, qui rentre un peu plus, tu n'es pas forcément obligé de monter, tu vois. Il n'y a pas de problème, on va dire, avec ça. Donc Dembélé à gauche, Rafinha à droite. Après, le problème, j'ai déjà expliqué, hein, Rafinha, le mieux, c'est d'avoir un latéral offensif. On l'a vu là, ce week-end avec Roberto, ça marchait bien. Roberto, il prenait le couloir, Rafinha rentrait dans l'axe, ça marchait plutôt bien. Donc des fois, si tu as envie de mettre Roberto, par exemple, en latéral, si tu as envie de faire souffler Koundé ou quoi, tu peux mettre Rafinha à droite, tu sais que ça va fonctionner, tu vois. Tu peux te faire des petites comme ça, faut faire jouer un peu, mettre dans la rotation les joueurs. Ça va être compliqué pour Xavi, mais on y croit, on y croit. Mais si je dois répondre à cette question, simplement, je dirais que Dembélé passe devant Rafinha, oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. C'était un peu long, mais voilà, je suis un peu KO maintenant. Je vais faire une petite pause, je pense, de vidéo. Je sais pas trop si je vais en faire là dans la semaine. Je ferai mon avant-match pour le Classico, mais je sais pas si j'en ferai d'autres d'ici là. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.